Bonsoir, et voici notre quatrième Zoom avec vous. Encore, je ne vais pas vous dire que je suis ravi de vous retrouver, mais on est néanmoins content de pouvoir vous donner des informations. Aujourd'hui, comme d'habitude, donc je suis accompagné de Arnaud Dubien et Igor Delannoy de l'Observatoire franco-russe et Pavel Chimsky, du directeur général de la Chambre de commerce. Et nous avons aussi avec nous Adrien Danière, que vous verrez tout à l'heure, de la Chambre de commerce du département Norica Innov, donc les sciences de l'information, qui vous fera une petite intervention sur les entreprises françaises en Russie. Mais Arnaud, que s'est-il passé aujourd'hui? Écoutez, dans le domaine économique, pas mal de choses assez peu réjouissantes, il faut le dire. D'abord, l'effritement du rouble, la glissade qui se poursuit après une journée d'hier qui semblait pas cataclysmique. Aujourd'hui, on voit que ça s'aggrave, ça se poursuit. L'euro est à environ 120, c'est significatif. Il y a eu des annonces, des officialisations de décisions annoncées antérieurement, le SWIFT qui débranche quelques banques russes. Également, l'annonce que plus aucun euro ne serait acheminé en Russie dans le circuit financier russe. Il y a une déclaration que je trouve assez intéressante par ailleurs du vice-premier ministre Borisov en charge de l'industrie qui a admis que les dirigeants russes ne s'attendaient pas à une telle ampleur ni profondeur de sanctions. Je pense que c'est significatif et c'est significatif qu'ils le disent. Il y a eu aussi un entretien dont on ne sait pas grand-chose entre Vladimir Poutine et le patron des patrons de Russie, M. Shokin, le chef du RSPP. Quelques annonces plus techniques, visant notamment à limiter les virements vers l'étranger, à limiter également les montants de devises que les personnes peuvent sortir physiquement de Russie, 10 000 $. Des annonces de groupes étrangers, allemands, américains, je pense à BMW, Apple ou japonais, Toyota, qui annoncent cesser les livraisons ou tout simplement de travailler en Russie, au-delà d'ailleurs des sanctions annoncées. J'observe qu'à ce stade, il n'y a pas encore de grandes contre-sanctions russes annoncées, ça pourrait venir, mais pour l'instant, relative modération, pas grand-chose de nouveau par rapport à hier. Enfin, il faut s'attendre à une quatrième vague de sanctions européennes qui pourrait concerner notamment l'entrée, l'utilisation des ports européens par les bâtiments sous pavillon russe. S'agissant de la politique, de la société, 3 points me paraissent intéressants au cours des 24 dernières heures. Évidemment, la nouvelle la plus stupéfiante, c'est la fin des émissions de la radio Écho de Moscou, à la demande qui a été débranchée, si j'ose dire, à la demande du parquet général, pour avoir tenu des propos incitant à la violence, etc., etc. Donc ça, évidemment, c'est un signal majeur. Je rappelle que Écho de Moscou avait cessé d'émettre une seule fois au cours de son histoire. C'était pendant le putsch manqué d'août 91. Par ailleurs, et dans cette même veine, on vient d'apprendre qu'un projet de loi venait d'être déposé à la Douma d'État qui propose de punir de 15 ans de détention criminelle, ce qui n'est pas rien, toute fake news, toute fausse nouvelle relative aux militaires russes en général, et probablement donc aux actions militaires russes en Ukraine. Autre point intéressant, c'est la cote de popularité de Vladimir Poutine. Hier, je vous avais fait part des résultats d'un premier sondage de Xiom. Il y en a un deuxième de la Fondation Opinion Publique qui montre qu'il serait à 71% de cote de confiance contre un peu plus de 60% la semaine dernière. Donc il y a un effet, semble-t-il, encore une fois c'est à recouper, il faudra voir, ça me paraît très, très tôt, mais à ce stade en tout cas, je dirais qu'une immense majorité de Russes semble serrer les rangs autour de Poutine. Encore une fois, je suis prudent parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de Russes n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait
véritablement en Ukraine. Mais à ce stade, c'est le deuxième sondage qui montre qu'il n'y a pas de décrochage, au contraire. Enfin, dernier élément qui me paraît important, une déclaration tout à fait récente de Madame Paklonskaya, que vous connaissez peut-être, vous vous souvenez sans doute, qui était procureure de Crimée en Ukraine, qui a rallié le pouvoir russe en 2014, qui devait être nommé ambassadeur au Cap-Vert, qui finalement a atterri à l'agence Rosatrudnichestva et qui vient de déclarer de façon assez stupéfiante et étonnante, il faut s'arrêter. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, c'est un avis qui se passe. Nous sommes allés trop loin. Je le signale parce que c'est quelqu'un de connu, ce n'est pas quelqu'un qui est au cœur du pouvoir, mais est ukrainienne, originaire du Donbass d'ailleurs, non pas de Crimée. Et c'est quelqu'un qui, si elle n'est pas au cœur du pouvoir, fait partie, est une fonctionnaire, et donc fait partie quelque part de ce pouvoir malgré tout. Donc je ne parle pas encore de fissures, je ne parle pas de mouvement de dissidence, mais on voit quand même qu'aux marges du système, il y a un profond malaise qui commence à s'exprimer, et c'est assez nouveau et significatif de mon point de vue. Igor, après cette nouvelle loi donc, qui, en cas de fake news sur les militaires, donne 15 ans de prison, quelle est ton opinion aujourd'hui sur la situation militaire sur le terrain? Merci Emmanuel de cette mise en contexte non, mais je vais faire la rétrospective que je fais chaque jour. Donc bon, sur le terrain, il n'y a pas d'évolution notoire par rapport à ce qu'on a déjà vu depuis 2-3 jours. Les efforts sont toujours portés sur Kiev. Les Russes cherchent à compléter l'encerclement de Kiev par l'ouest et le sud-ouest. À cet égard, on a vu l'acheminement de plus en plus visible de supplétifs tchétchènes en direction de Kiev. C'est une arrivée assez visible, en tout cas assez médiatisée sur les réseaux sociaux. Des supplétifs tchétchènes qui appartiennent à l'armée régulière. Et ce ne sont pas des milices, j'allais dire, des bandes armées quelconques. Ce sont des gens qui appartiennent à l'armée régulière, à la Rosgvardia. Et qui vont visiblement, compte tenu de leur matériel, ils sont assez lourdement armés, ils ont vocation à prendre part au siège de la capitale et peut-être à un assaut futur sur la capitale. Des combats toujours très soutenus à Kharkov et l'armée russe qui a complété manifestement l'encerclement de Mariupol où se trouvent encore des forces armées et des bataillons ukrainiens qui sont donc aujourd'hui encerclés. Donc, de manière générale, la tendance de fond, c'est la calcification de l'emprise russe sur la rive orientale du Dniepr, avec une fois encore Kiev qui reste la cible principale pour des raisons évidentes. Au niveau diplomatique, il devrait y avoir le deuxième tour de négociation, de discussion entre les délégations russes et ukrainiennes qui devrait s'ouvrir en fin de journée ou dans la nuit. Ce sont des sources concordantes russes et ukrainiennes qui l'affirment. On n'en sait pas plus à cette heure-ci. À Gomel? Toujours en Biélorussie, toujours au même endroit, absolument, et dans la région de Gomel, manifestement dans une des dachas de Loukachenko. Sur la Biélorussie, justement, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes de co-belligérance de la Biélorussie avec la Russie, ce qui pose la question de la légitimité, entre guillemets, dans ce cas-là, de la Biélorussie comme pays hôte pour des pourparlers de paix, en tout cas de cessation des hostilités. Hier, la Biélorussie, enfin en début de semaine, il y a un référendum en Biélorussie dont le résultat s'est traduit par l'abandon du statut non nucléaire du pays, entre autres questions, hein. Et donc la possibilité ouverte par ce référendum et par son résultat à l'entreposage, en tout cas au stockage d'armes nucléaires tactiques russes sur le sol biélorusse, qui serait une réponse potentielle envisagée par la Russie, un levier supplémentaire pour la Russie dans le cadre des négociations qu'elle souhaite avec les Américains sur la sécurité dans la zone euro-atlantique. Et à cet égard-là, le pouvoir biélorusse s'est livré à un certain marchandage pour obtenir du matériel militaire russe supplémentaire et notamment des systèmes antiaériens S-400 qu'il a demandé pour compléter la couverture de son territoire qui est, cela dit, déjà bien protégé par différents systèmes de défense que les Russes ont acheminés dans ce pays depuis plusieurs mois maintenant. Voilà.
Eh bien, merci à tous les deux pour cette première analyse. Alors, on a beaucoup de questions, mais beaucoup de questions sur les virements et sur, sur ce qu'on peut faire. Alors d'abord, reste-t-il des solutions pour envoyer de l'argent à des proches en Russie? Western Union, j'ai cru comprendre que Western Union ne marchait plus. Je crois comprendre aussi qu'on peut envoyer de l'argent de la Société Générale à la Rosbank ou peut-être d'autres banques à la Rosbank. Enfin, le CIC, HSBC, BNP Paribas, me semble-t-il, ne font plus de virements sur la Russie, mais la Société Générale le fait toujours. Donc, mais pour combien de temps, je n'en sais rien. On nous demande, on nous dit, il est plus facile de vendre des appartements pour des étrangers. Pour des étrangers de pays ayant mis la Russie sous sanction. Est-ce inquiétant? Oui, si c'est le cas, ce serait inquiétant, mais je n'en sais rien. Vous n'avez pas entendu quelque chose là-dessus? Non? On va essayer de se renseigner. Alors, ces dernières heures, de nombreuses entreprises étrangères ont annoncé qu'elles quittaient la Russie, mais le spectre de ces entreprises recouvre des modes de présence et d'activité très diverses. Comment font celles qui ont une empreinte industrielle forte, exemple de Mercedes-Benz, qui cherche à se débarrasser de sa part dans Kamaz? Elle ne peut pas. Pour l'instant, il y a une loi russe qui dit que les entreprises étrangères ne peuvent pas céder leurs actifs en Russie. Donc, elles ne peuvent pas et elles ne peuvent pas quitter la Russie pour l'instant. Peut-on s'attendre à une évacuation de ressortissants français suite à l'allocution de Emmanuel Macron ce soir? Alors, je ne sais pas ce que va dire Emmanuel Macron ce soir, mais on sort d'une réunion avec l'ambassadeur où nous y étions avec, entre autres, David Lasfargue, le président des conseils de commerce extérieur. L'ambassade a été très claire sur le fait qu'il n'y avait pour l'instant aucune volonté, aucune décision de l'ambassade de France de rapatrier les Français ou de demander aux Français de partir. Bien évidemment, ça peut changer à tout moment, mais pour l'instant, on ne demande pas aux Français de quitter le territoire. Alors, une question intéressante, c'est y a-t-il eu des consignes de l'exécutif pour cesser tout partenariat économique avec la Russie, comme le rapportent certains articles, entre autres le Parisien? C'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a pas eu de consigne de l'exécutif pour cesser des partenariats économiques. On nous demande aussi, alors, est-il possible d'assister à la session sur comment importer des produits en Russie dans le contexte actuel, même si on n'est pas membre de la CCIFR? Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'en sais rien, c'est une décision des présidents du comité. Donc, il faut que l'on demande aux présidents des comités s'ils veulent ouvrir ou non leur session. Par ailleurs, demander à la Rosbank d'avoir une politique plus favorable à ses clients en termes de taux de change. Dans ces moments troublés, là, il faut s'adresser directement à la Rosbank. On peut leur faire part de, bien évidemment, vos soucis, mais c'est à la Rosbank de décider ce qu'ils veulent faire. Une question pour les sondages. Comment peut-on croire les sondages? C'est ça que j'étais prudent. Il y a trois centres en Russie, trois grands centres qui font des sondages. Il y a le FTSIOM, le Centre d'études pan-russe de l'opinion publique, la Fondation Opinion publique, que j'ai cité aujourd'hui, puis il y a le Centre Levada, qui a été étiqueté agent de l'étranger. Le FTSIOM est réputé loyal envers le pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'il bidouille les résultats. Il peut y avoir des questions qui sont formulées différemment, ou qui ne sont pas formulées d'ailleurs. Les résultats entre les trois centres sont souvent convergents, en réalité, à quelques nuances près. Mais je serais très curieux de voir un résultat de l'Institut Levada d'ici 10-15 jours. Je pense que là, on y verra vraiment plus clair. On a reçu des informations sur une manifestation à Zariédé sur le thème « Une Russie sans Poutine » qui aurait eu lieu à 15h aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non, aucune. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou non.
comment fait-on pour savoir si une news est une fake news? Vous appelez. Ça, c'est le travail. Appelez Trump. La France a-t-elle livré des armes à l'Ukraine ces derniers jours? C'est en cours. C'est en cours, ça a été annoncé. Mais la France, à la différence d'autres pays qui sont engagés dans ce type d'opération, ne divulgue pas la nomenclature de ce qu'elle livre. Alors, on a une question en russe. Est-ce que tu peux la résumer, Pavel? Parce qu'elle est longue, quoi. Excusez-nous, ça prend un petit peu de temps pour la résumer. C'est qu'elle est coupée. Je propose qu'on y retourne un peu plus tard. Bon, on va y retourner un petit peu plus tard parce que la question est coupée. Philippe, je ne sais pas qui est Philippe, mais Philippe pourra nous la transmettre en entier. Alors, on nous dit aussi que l'Union européenne n'allait pas envoyer en Ukraine que des armes de défense. Aujourd'hui, nous apprenons que l'Espagne va dans un sens contraire en envoyant des armes d'attaque. Est-ce vrai? Oui, absolument. Oui. Mais pas que l'Espagne, il y a d'autres pays qui ont envoyé des armes létales ou offensives. Il y a le Danemark, il y a les Pays-Bas, il y a les pays baltes, il y a l'Allemagne. En réalité, il y a toute une série de pays qui livrent principalement, comme je l'indiquais hier, des armes anti-tanks, des missiles solaires courte portée. Et effectivement, oui, l'Espagne, visiblement, s'est engagée dans cette voie-là. À côté de ça, il y a du matériel défensif, des casques, des gilets pare-balles, des choses qui sont évidemment moins, tout aussi probablement utiles sur le champ de bataille, mais qui ne sont pas offensives, qui sont livrées. Alors, on nous dit le maire souhaite que Total et Engie cessent de travailler en Russie. Je ne suis pas certain, sincèrement, je ne suis pas certain de ça. Et de toute façon, ils ne peuvent pas quitter la Russie une fois encore, puisqu'ils ne peuvent pas céder leurs actifs. Il faut rappeler quand même hier qu'il y a eu un couac, apparemment. Cette déclaration du ministre de l'économie et des finances, apparemment, n'était pas à la radio, hein, en direct, si ma mémoire est bonne, a été désavoué au plus haut niveau, et à tel point qu'il a dû lui-même revenir sur ses propres déclarations. Donc, il a fait un rétropédalage très net. En bonne et due forme. Toujours lié à Total, on est dit comment interpréter le départ Exxon de Russie avec l'abandon de ses actifs et les ambiguïtés autour de Total sur l'avenir des échanges économiques entre l'Europe et les Russes. Va-t-on vers une réelle déconnexion d'après vous? Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça le départ d'Exxon, parce que en fait ils gardent toute la partie des revenus. Ils restent là-dessus et ils se désengagent de la partie exploration. Donc en fait c'est un faux désengagement. Et effectivement, ça mettrait Total un peu plus sous pression, puisque dans ces cas-là, Exxon peut se vanter du fait que lui quitte la Russie dans ces conditions, qui une fois encore n'est pas complètement vrai. Et d'un autre côté, de toute façon, Total maintenant ne peut plus quitter la Russie puisqu'ils ne peuvent pas vendre leurs actifs, donc ça règle le problème. Et BP? Alors BP, je ne sais pas parce qu'ils l'ont annoncé avant. Je ne sais pas si des papiers ont été signés avant. La vente n'a pas été actée. Elle n'a pas été actée, donc ils ne peuvent pas le faire. Alors. La question qui se posait, c'est est-ce que c'est par perte et profit? Ce qui représenterait 25 milliards de pertes pour BP. Il y a Glencore aussi qui a annoncé qu'il voulait se retirer des parts qu'il avait dans Rosneft. Alors, y a-t-il des réactions, des contre-sanctions à la demande d'interdiction des médias d'État russes Russia Today et Sputnik dans l'Union européenne, annoncée par la célèbre Ursula von der Leyen? C'est inévitable. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance, mais je crois comprendre que les correspondants des médias publics français et européens n'ont guère d'espoir de rester en Russie. Mais encore une fois, je ne préjuge pas de ce qui sera décidé. La question est de savoir si ça n'ira pas au-delà, puisque en réalité, il y a très peu de correspondants russes hors RT, Sputnik, peut-être Interfax, il faut voir, mais je n'exclurais pas que la Russie décide d'expulser aussi des correspondants de médias privés.
je pense que ce serait imprudent de l'exclure. On sent un retrait des USA lié au conflit et aux sanctions, laissant l'Union européenne se mettre en avant des problèmes comme l'arrivée des Ukrainiens dans des pays européens. C'est comme je l'indiquais hier, alors sauf qu'entre-temps, les Américains, dans la nuit, ont décidé également de fermer leur espace aérien et Boeing a aussi décidé de suspendre ses opérations en Russie. Mais on sent qu'ils sont, ça n'empêche pas qu'ils sont à la remorque, entre guillemets, des Européens sur la décision des sanctions. On voit clairement que les Européens ont la main et paraissent très déterminés dans la confrontation politico-économique qui s'est engagée, et que les Américains sont un petit peu en retrait et les laissent gérer cette crise. Comme je le disais hier, je pense que c'est le produit du shift américain sur l'Asie-Pacifique, le fait de vraiment être obsédé par la Chine et qu'ils ne veulent pas être à travers leurs décisions de sanctions, etc., pousser plus que déjà, ce n'est le cas, les Russes dans les bras des Chinois. Donc, ils sont un peu pris par cette ligne rouge, c'est-à-dire évidemment dans une logique de représailles et de punition de la Russie, mais la ligne rouge, c'est de ne pas aller trop loin pour ne pas pousser les Russes davantage dans le bras des Chinois. Les Européens, me semble-t-il, ont un calcul qui n'est pas tout à fait le même à cet égard vis-à-vis de la Chine. Peut-être aussi, mais c'est une supposition, hein. Peut-être aussi parce qu'ils attendent la reprise des négociations, tout simplement, et qu'ils seront en première ligne à ce moment-là, des négociations avec les Russes pour sortir de cette crise. Une question pour toi, Igor, à nouveau, et bonne chance, parce qu'il ne faut pas faire de fake news. L'armée russe est-elle vraiment en difficulté? Quel est le vrai du faux? C'est un peu la question qu'on se pose depuis quelques jours. Moi, je redis ce que j'ai dit il y a 3 jours. Hein. Je pense que c'est trop tôt pour tirer déjà un bilan de cette opération, parce que déjà, elle est encore en cours, que l'invasion se déroule. Cela dit, on peut déjà tirer quelques éléments, comme je l'indiquais, qu'il y a eu des défaillances, manifestement, ne serait-ce que sur l'échelon logistique. Hein. On a des images de blindés, de tanks en race campagne qui sont en très bon état, mais qui sont arrêtés au milieu des champs ou sur des routes, parce qu'ils sont tout simplement à court d'essence. D'ailleurs, on le voit aussi de l'autre côté ukrainien. On voit aussi des blindés ukrainiens qui sont arrêtés en race campagne, qui n'ont pas forcément été détruits, mais qui ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont à court d'essence. Mais pour la question qui est posée, il y a au moins une défaillance sur l'aspect logistique. Visiblement, les Russes ont étendu très vite, trop vite, leur ligne, et avec des unités qui ont été projetées, qui se sont retrouvées esselées très très rapidement. Et qui est coupé de leur arrière, de leur communication. De là à dire que c'est en difficulté, évidemment que les Ukrainiens résistent, il ne fallait pas s'attendre à autre chose, mais c'est encore trop tôt pour commencer à tirer des conclusions définitives sur l'armée russe. Alors, on va passer la parole à Adrien Danière. Donc, Adrien, voilà, c'est à toi. Si tu peux nous faire un petit point sur les entreprises. Oui, alors je vais vous faire effectivement un point sur ce qui se passe dans le secteur des hautes technologies, qui est évidemment fortement touché avec les sanctions européennes. Donc, commençons par le domaine de l'industrie aéronautique. Donc, évidemment, les plus grandes annonces, c'est l'interdiction de vente des Airbus et le maintien de toutes les opérations de maintenance et de réparation, ainsi que l'interdiction de pouvoir envoyer des pièces détachées. Boeing s'est aligné également sur cette règle, mais n'a pas encore l'interdiction de vendre des appareils, visiblement. Ça va forcément poser des questions sur la sûreté aérienne des appareils des avionneurs américains et européens qui pourraient continuer à voler dans le ciel russe. Et c'est quelque chose effectivement qui est raisonnablement préoccupant. Du côté de la construction aéronautique, les Russes ont des programmes nationaux comme le Superjet 100, le MS-21, qui ont énormément de composants occidentaux à bord. Et effectivement, ça va également très fortement impacter les appareils russes et le calendrier qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Il y a également donc, la demande dans les sanctions européennes d'arrêter tous les contrats de leasing et d'assurance sur les appareils et de retourner les appareils en leasing pour le 28 mars. Il faut savoir que sur plus de 980 appareils
étrangers en Russie. Plus de 700 sont en leasing. Ça représente à peu près 10 milliards d'euros. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, les compagnies aériennes russes sont face à un problème de poids. Et des impacts également pour les compagnies européennes, avec la fermeture du corridor, du couloir aérien de Sibérie. Donc aujourd'hui, en fait, on revient à une situation d'avant 1991 où on ne pouvait pas traverser la Sibérie pour allier l'Europe à l'Asie et on devait prendre les voies soit du sud, soit de la voie polaire. Donc ça va rajouter une bonne heure et demie sur ces trajets-là, rajouter également des impacts tarifaires avec le prix du kérosène et autres. Et aujourd'hui, Finnair, par exemple, qui est une compagnie qui travaille beaucoup sur cette liaison-là, Europe-Asie, ne peut plus continuer différentes opérations, ferme des lignes, car ce n'est plus économiquement viable. Au niveau du spatial, on a évidemment vu la déclaration de Rogozin, le patron de Roscosmos, qui a rapatrié ses équipes du pas de tir de Kourou et qui ne souhaite plus assurer les prochains lancements de Soyouz depuis la Guyane. L'ESA a fait une déclaration en prenant note effectivement de cette déclaration russe et qu'elle comptait notamment assurer ses prochains lancements avec les lanceurs Vega C et Ariane 6. Et la question de la campagne ExoMars est en suspens, en cours d'examen. Un autre impact également que l'on surveille, c'est évidemment au niveau des matériaux, avec par exemple le titane, sur lequel le russe VSMPO fournit à peu près 40% de ce matériau sur le marché mondial, et qui pourrait également avoir un impact évidemment au niveau des avionneurs Airbus ou Boeing. Les entreprises occidentales ont fait des stocks stratégiques. On peut néanmoins observer que s'il y avait effectivement quelque chose, les Américains, qui ont une cadence de production un peu moindre que les nôtres avec la relance du Boeing 737 qui est plus lente, seraient un peu moins impactés. Ils ont également des sources locales. Néanmoins, VSMPO, et c'est quand même important de le souligner, n'a jamais arrêté de fournir le titane durant toute la période et même durant les crises de 2014. Et il y a un point de vigilance qui était notamment les gisements de ilménite qui sont en Ukraine et dont on en a besoin pour faire le titane. Et VSMPO a donc sécurisé cette chaîne d'approvisionnement avec des sources au Vietnam, au Kazakhstan et au Mozambique. Et enfin, rapidement, sur l'énergie nucléaire, effectivement, comme ça a été souligné hier, Rosatom ou Alstom Story Export ne sont pas sous sanction. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent sur l'industrie nucléaire, sur les projets de Rosatom à l'export. Et évidemment, la question des échanges bancaires de suite se posera pour pouvoir honorer ces contrats et payer les fournisseurs étrangers ou français. Et on peut également noter le point de lobby américain pour continuer à recevoir l'uranium russe et maintenir un prix de l'énergie bas aux États-Unis. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur le... Merci Adrien. Une question sur le titane. Y a-t-il vraiment un risque de sanctions et de contre-sanctions, plus exactement russes, sur le titane l'utilisant contre Boeing et Airbus? C'était un des risques sur lesquels les Américains et les Européens, effectivement, avaient très peur après la crise de Crimée en 2014, et sur lesquels les Russes ont toujours été très directs en disant les Russes, VSMPO, honorent les contrats, et c'est ce qui a été le cas durant toute la crise, effectivement, de 2014. Et encore la semaine dernière, VSMPO l'a répété. Donc, aujourd'hui, si on regarde effectivement l'expérience de cette crise de 2014, il n'y a eu aucun risque de coupure. D'accord. Question sur le SWIFT encore. Malgré les annonces SWIFT semble toujours fonctionner actuellement. France vers Sberbank, je n'en sais rien. Est-ce que France vers Sberbank marche? Attention, tout le monde n'a pas été débranché, tout le monde n'a pas été débranché de la même façon. Il faut le rappeler, hein, les banques les plus durement touchées, c'est VTB et Web, avec inscription sur la liste SDN. Donc là, c'est une coupure totale du système international. Ce n'est pas le cas de Sberbank, ni de Gazprombank d'ailleurs. C'est très léger sur ces deux établissements qui sont par ailleurs importants. Ce qui fait la une, enfin peut-être pas la une, mais on parle beaucoup de la disparition finalement
l'évaporation des cours de Sberbank à la Bourse de Londres, bon, c'est très marginal. On parle aussi de la fermeture de sa filiale européenne, c'est aussi marginal. Sberbank Russie, qui est l'essentiel, qui est très important dans le système financier russe, n'est pas sur liste SDN et continue à opérer à peu près normalement. Donc il est possible que dans ce cadre-là, Swift fonctionne encore. En tout cas, on nous dit que ça marchait encore ce matin, donc effectivement, ça marche. Mais la question suivante, c'est une quelconque visibilité sur la date à laquelle tout virement entreprise sera impossible à la Russie. Ben, absolument aucune visibilité. Je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre aussi des sanctions européennes. N'oubliez pas que les sanctions européennes sont mises à jour quotidiennement. Et il y en a encore eu il y a une heure sur d'autres banques. Donc, on ne sait pas ce que va faire l'Union européenne demain. Donc, à tout moment, on peut avoir des problèmes de SWIFT, mais je ne peux pas vous dire quand. Les contrats pour les projets de Rosatom, Adrien, à l'étranger sont passés non par Rosatom, mais par des sociétés projets comme Anikivi en Finlande ou Akuyu en Turquie. Je ne sais pas quelle est la question en fait. C'est Philippe Pégorier. Je ne sais pas quelle est ta question, Philippe. Non, absolument. Mais ce qui est important, c'est qu'on met souvent effectivement en exergue la coopération franco-russe spatiale. Il y a une très grande coopération également dans le nucléaire. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent sur ces projets-là, de Rosatom et l'export. Donc, c'est un secteur important dans notre collaboration bilatérale. Arnaud, que peut annoncer Emmanuel Macron ce soir sur l'Ukraine? Je ne suis pas certain qu'il annoncera grand-chose. D'abord, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je sais qu'il parle d'abord aux Français. Donc, il va expliquer aux Français ce qui se passe, ce qu'il a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et sans doute les préparer à un certain nombre de conséquences, dont certaines sont déjà visibles, en particulier les prix de l'essence. Je pense que le cadre de ce soir, ce n'est pas pour une annonce diplomatique, c'est encore une fois un travail de communication politique en direction des Français. Donc je ne m'attends pas à une initiative particulière, ce sera plutôt de l'explication, de la mise en garde, de la sensibilisation, que sais-je encore, mobilisation peut-être. Pavel, tu as quelques réponses à des questions que nous avons reçues sur la hotline. Est-ce que tu peux nous les lire? Oui, alors sur les questions qui, à juste titre, préoccupent beaucoup d'entre vous et de nous, sur les flux et transactions financières. Donc hier, on avait parlé des sanctions touchant les résidents, enfin des contraintes touchant les non-résidents. La question logique qui en découlait, c'est qu'est-ce qu'un résident? Donc un résident, c'est quelqu'un qui a soit la nationalité russe, un passeport russe, soit un permis de séjour, ce qu'on appelle ici vite-lingitisme. Toute autre catégorie de personnes, et notamment les VKS, les fameux travailleurs hautement qualifiés, sont des non-résidents. Donc ici, la réponse, une fois n'est pas coutume, est assez claire. Autre question sur les virements. Est-ce qu'on peut toujours recevoir des virements, des transferts en euros ou en dollars de France ou d'Europe? Je parle sous le contrôle de mes collègues. Réponse de la BNP, donc. Disant que les virements en euros, dollars fonctionnent, mais 80% de la somme doit être changée en roubles, ceci concernant les entreprises. Voilà. C'était une loi russe, effectivement. Une autre question extrêmement pratique sur les modalités d'obtention d'une carte MIR. Donc MIR, je le rappelle, est un système mis en place comme alternative au système Visa Mastercard et qui fonctionne au jour d'aujourd'hui en Russie et en Chine. Eh bien, c'est pas très compliqué en fait d'avoir une carte MIR. Il suffit, ici c'est une réponse de la Rosebank, mais j'imagine que ça se passe de la même manière dans les autres banques, tout du moins les banques détenues à 100% par l'étranger, l'Europe. Donc il faut avoir un passeport, une traduction de ce passeport en russe dûment validée par un notaire, et sa carte migratoire ou tout autre document qui justifie de la légalité de votre présence sur le territoire russe. La carte peut être retirée
après un délai qui ne dépasse pas une semaine, en ce moment actuellement, dans le dit bureau de la banque en question. Voilà. Et pour l'instant, en tout cas pour la Rosebank, c'est certain, j'en ai encore fait l'expérience moi-même ce matin, non seulement le Visa fonctionne, mais le Apple Pay également. J'imagine qu'il en est de même chez Raiffeisen. Mais ça ne marche pas avec VTB. Apple Pay ne marche pas avec Raiffeisen, dit notre secrétaire. Donc, écoutez, heureusement que ça marche. Alors, existe-t-il des aides pour le rapatriement des Français installés en Russie et sans attache en France? A priori. Même si la question ne se pose pas tout de suite, il faudra s'y préparer. Parce que si demain l'ambassade de France nous dit qu'il faut que vous quittiez le territoire, sauf s'ils mettent en place des avions de rapatriement, c'est à nous de nous débrouiller pour quitter le territoire. Alors on a vu, que vous sachiez, dans la réunion avec l'ambassadeur tout à l'heure, il y avait un représentant d'Air France. Ça, c'est pour les Français qui sont en Russie. Ils sont en train de mettre en place un avion avec un Aeroflot qui ferait Moscou, Le Caire, Paris. On partirait vers 21h et arriverait à 6h10 à Paris. Et ce vol devrait être mis en place très prochainement. Une dernière question. Ressentez-vous sur place une hostilité nouvelle de la part de vos partenaires économiques russes? Écoutez, non. Je ne peux pas vous dire qu'on a une hostilité de des partenaires russes. Au contraire, les partenaires russes avec lesquels nous travaillons font plutôt très attention aux entreprises étrangères avec lesquelles ils travaillent pour l'instant. La pression qui s'en dégage, effectivement, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Reste à savoir comment s'appelle ce bateau. Je vous laisse. Alors, juste une chose, c'est sur l'émission des visas étudiants russes pour des Européens. N'est pas prévu de revenir à la normale d'ici plusieurs mois, j'en ai aucune idée, parce que je ne connais pas la réponse. Donc le retour à la normale d'ici plusieurs mois reste un pari extrêmement audacieux. Mais je crois qu'on a fait le tour des questions aujourd'hui, donc je vous remercie beaucoup. On refera un point demain, comme d'habitude. Attendez, excusez-moi. Un petit rappel, j'ai des signaux comme sur les plateaux télé. Donc, pour rappeler à ceux des participants de la session d'aujourd'hui qui sont là pour la première fois, vous rappelez effectivement que vous avez plusieurs manières d'interagir avec nous sur ce format-là qui est un format journalier tous les jours, 17h30 heure de Moscou, GMT+3. Nous avons également ouvert une hotline@ccifr.ru. Posez vos questions par mail et nous y répondons tous les jours, donc pas en temps direct, mais tous les jours sur une base journalière. Nous menons également une enquête auprès des entreprises françaises et de leur personnel français. Vous avez dû recevoir aujourd'hui un lien vers celui-ci par email. Si vous ne l'avez pas reçu, écrivez-nous sur la même hotline. Nous vous invitons également à vous abonner à notre canal Telegram pour rester informé de nos actions. Il s'affiche dans le chat, vous pouvez le voir. Enfin, demain, nous organisons une session conjointe des comités retail et du comité douane et transport pour les entreprises membres. Nous allons demander au coprésident de ce comité s'il nous autorise à l'ouvrir aux personnes et sociétés non membres de la Chambre. Et cette session est intitulée « Comment importer des marchandises en Russie dans le contexte actuel ?» Vaste question. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur notre site www.ccifr.ru. Mais merci beaucoup, bonsoir et à demain. Tenez bon.